Bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut causer. Vous le savez, dans notre émission, nous aimons parler d'amour. Et il paraît que l'amour fait tourner le monde. Mais quand il n'y a plus d'amour et que le monde justement s'effondre, que se passe-t-il? Ce soir, nous parlons de chagrin d'amour et comme on dit trivialement chez nous, de gros poils, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut y laisser son cœur? Est-ce qu'on peut en guérir? Comment faire face à ces cicatrices parfois profondes, puisqu'il semblerait qu'on puisse également en mourir? Avec nous ce soir, nous avons 4 invités qui sont venus en débattre, qui ont connu leurs gros poils, qui s'en sont sortis. Et nous avons aussi avec nous surtout merci à vous d'être là, une psychologue clinicienne dans la personne de Karine Bod, qui est venue justement nous aider, nous aider tous, téléspectateurs, parce qu'à un moment donné de notre vie, on a tous connu ce petit moment, ce petit chagrin-là. Alors, vous êtes, Madame Bod, vous êtes psychologue depuis 26 ans, une longue expérience dans l'accompagnement de divers deuils. Donc, les deuils, ce que vous appelez deuils, donc qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient familiaux, parinataux, c'est ça? Périnataux, bien sûr, et professionnels. Alors, et bien sûr, vous avez traversé, vous dites, bien sûr, j'ai aussi traversé ma période de deuil. Alors, vous assimilez le chagrin d'amour, le gros poil au deuil. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, la définition en psychologie du chagrin d'amour, du gros poil, c'est le deuil. Le deuil, c'est vraiment tout le travail de processus qu'on doit traverser pour pouvoir accepter la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui avait beaucoup d'importance, de valeur pour nous. Donc, trivialement, nous disons gros poil, et en psychologie, nous disons le travail de deuil. Travail de deuil, très bien. Vous allez nous donner quelques détails tout à l'heure, les éléments pour sortir de justement de ce fameux gros poil. Je me tourne tout de suite vers vous, Tatounette. Bonsoir et merci d'être là. Tatounette, vous êtes assistante médico-administrative au CHUM. C'est ça, vous êtes également créatrice de bijoux et modèle photo, créatrice également de contenu. Et vous êtes connue sur les réseaux justement par ce fameux ce nom Tatounette. Alors Tatounette, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de répondre à cette question quand j'ai lancé l'appel à témoins? Pourquoi vous êtes là alors? Alors moi, je suis là surtout pour porter ce nouveau regard que je dirais par rapport à ma vie sur le gros poil. Plutôt un regard du côté, pas psychologique, mais plutôt spirituel. Donc D'accord. c'est une autre vision et qui m'a permis de me relever du gros poil, je dirais. D'accord. Alors, vous m'avez dit un certain nombre de phrases que j'ai retenues, notamment cette phrase qui est intéressante. Un gros poil ne s'oublie jamais, ne s'oublie pas. Alors, vous dites également faire de soi sa priorité. Le gros poil n'a alors pas d'emprise sur soi. On peut subir 2 à 3 jours de coups de blues, donc de gros poil, mais on doit se relever et ne pas rester par terre. Et votre phrase motto, c'est « J'accepte de tomber, mais je refuse de rester par terre ». Exactement ça. J'accepte tous les défis de la vie, je dirais même pas seulement pour le gros poil, hein. Oui. Dans tous les défis de la vie, j'accepte de tomber, mais je me refuse de rester par terre. Très bien. Ah ben, écoutez, en face de vous, vous avez Monsieur Daniel Jean Zéphirin. Alors, Monsieur Jean Zéphirin, vous avez, vous, par contre, connu une période difficile avec ce fameux gros poil. Et vous êtes venu, vous êtes donc dans la vingtaine, vous êtes venu témoigner de la difficulté que vous avez eue à l'époque. Et vous m'avez dit aussi cette phrase que je cite, « Je pensais que l'amour suffisait pour empêcher quelqu'un de partir ». Ça n'a pas été le cas. C'est ça. Effectivement, bonsoir Clara, bonsoir à tous. Et oui, effectivement, pour moi, ça n'a pas été le cas, puisque j'avais confiance dans cette personne, donc je me suis dit que je pensais que l'amour suffisait pour empêcher cette personne de partir, et finalement, non. Et ça m'a beaucoup blessé, mais j'ai quand même su remonter la pente, mais avec difficulté. Ça m'a pris quand même quelques années, on va dire même 2 ans, à pouvoir surmonter ce chagrin d'amour. Ah oui, 2 ans quand même. Hein? C'est ça. D'accord. Vous allez nous détailler ces 2 années, comment ça s'est passé pour vous. Et on se tourne à côté de vous, vers Madame Hélène Marius. Alors, Hélène Marius, vous avez, vous, 23 ans. Et vous êtes dans l'incompréhension totale quand on parle de gros poils. Vous dites que vous n'avez jamais connu de gros poils, vous, et vous ne comprenez pas. Donc, qu'on puisse se rendre malade et tomber dans une situation de gros poils. C'est exactement ça, puisque j'ai déjà discuté avec mes amis, j'ai des expériences, et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter, à comprendre comment on peut se perdre au détriment de quelqu'un et ne plus vouloir goûter à l'amour ou même donner une chance à quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, je pars
aussi, un truc qui m'accompagne beaucoup, c'est l'amour de soi. J'essaie de cultiver cet amour de soi parce que pour moi, en fait, l'amour de soi, c'est ce qui va nous permettre, en fait, même si on prend des déceptions amoureuses avec quelqu'un, mais quand tu t'aimes, quand tu cultives cet amour, c'est ton moteur pour te relever et d'affronter et de continuer à aimer, de ne jamais arrêter d'aimer parce que l'amour, c'est important. C'est ça. Alors, on va se tourner tout de suite vers vous. Madame Bott, vous êtes donc psychologue et vous avez connu j'imagine, dans votre parcours de 26 années, des personnes avec qui que vous avez dû accompagner. Bien Alors, la question la plus évidente qui me vient, est-ce que c'est vrai, le chagrin d'amour est-il réel? Est-ce que les gens, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, Bien est-ce sûr. qu'on peut en mourir? Comment est-ce que, dans votre parcours professionnel, vous pouvez nous expliquer ça? Alors, bien sûr que le chagrin d'amour existe. Il existe à tout âge, hein. Mhm. Il existe à la cour de la maternelle, il existe à l'adolescence, il existe à l'âge adulte et aussi à l'âge avancé. Les personnes du troisième âge aussi peuvent vivre des vrais chagrins d'amour. Et je pense que l'humain n'y échappe pas. À partir du moment où on s'attache à quelqu'un et on se projette dans le long terme avec quelqu'un, c'est pas seulement le fait que la personne ne soit plus là, c'est aussi tous les rêves de vie qu'on avait projetés dans la relation, tout l'amour qu'on a investi, tout l'engagement émotionnel qu'on a pu y mettre dans cette relation, qui fait que, ben, effectivement, quand ça s'arrête, que ce soit du fait de l'autre ou même quand on a pris la décision de se séparer, hein, il faut passer par cette phase de chagrin puisque c'est reconnaître qu'on allait dans une direction et que la vie nous conduit vers une autre direction. Et même quand on a pris la décision, on passe par cette phase de chagrin et je crois que c'est très important de vivre son gros poil. En fait, les personnes qui font tout pour éviter le gros poil, c'est celles qui vont créer un risque après de souffrance encore plus importante ou bien qui peuvent des fois malheureusement faire souffrir d'autres parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas accepté de traverser leur chagrin. Et c'est ce que vous appeliez le deuil Faire le travail de deuil. précédemment, c'est Voilà, ça, d'accord. c'est ça. Alors, Tatounette, on peut y laisser son cœur quand on a un gros poil chez nous en Martinique. En plus, dans notre pays, en Martinique, quand on parle de gros poil, on le sait tous, généralement, c'est pour en rigoler. Il y a même des chansons, on connaît tous la chanson, gros poil, yoka créé sa gros poil, etc. Est-ce qu'on peut y laisser son cœur vraiment? Alors, oui et non, je dirais. Parce que oui, parce qu'au moment T, pour moi, que l'événement arrive, on y laisse son cœur. Mais je dirais non. Pourquoi? Parce que du moment où on a pris conscience, on a touché du doigt la blessure, parce que moi j'appelle ça une blessure, on a touché du doigt la blessure, on doit se remettre en question, parce que je me dis que c'est jamais tout à fait 100% l'autre qui a tort. Du moment où on prend conscience qu'on a une part de... Moi, je me dis qu'on a toujours une part de tort, de responsabilité dans ce problème. Et du moment qu'on prend conscience qu'il y a eu une blessure, on doit pouvoir se dire, voilà, j'ai tort, j'ai eu tort de telle façon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai peut-être fait inconsciemment surtout, qui a fait que je me suis attachée à cette personne au point de m'oublier et d'arriver à ce stade. Mais vous, quelles étaient, après la rupture, les étapes de votre chagrin d'amour? Déjà, l'acceptation. Mhm. La plus dure étape était pour moi l'acceptation. Parce que quand on est dans une relation, on investit tout, on donne de son temps, on est toujours disponible et on a envie de faire avancer la relation surtout et qu'on voit que l'autre, il est mi-figue, mi-raisin, comme on dit chez nous, il a envie, il n'a pas envie, il vient, il repart, c'est au petit bonheur la chance. On se dit, mais déjà, on perd ce qu'on appelle l'estime de soi. On se dit, mais qu'est-ce que je ne fais pas? On se remet en question. Tout le temps, c'est un travail perpétuel qu'on fait sur soi. Et du moment que moi, personnellement, j'ai compris que j'avais une blessure, ce que j'appelle une blessure d'âme, la blessure d'abandon, et j'avais aussi, j'étais en dépendance affective. Et du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi tu donnes autant? Pourquoi tu fais autant? Tu sais qui tu es, pourquoi veux-tu prouver à l'autre que tu l'aimes, veux-tu faire des choses pour lui montrer que tu l'aimes? S'il ne voit pas de lui-même, pourquoi tu te donnes comme ça? S'il n'est pas prêt à s'investir comme il faut. Et du moment que j'ai compris ça, j'ai compris ma blessure, je me suis dit, bon, eh ben, il est peut-être temps. L'acceptation. Pour moi, c'était l'acceptation. Maintenant, tu as compris où tu commets toi l'erreur, parce que tu as commis une erreur. Moi, je me suis voulu longtemps de ça. Je me suis dit, mais à quel moment, je n'ai pas vu à quel moment
je suis passée de l'autre côté où je me suis donnée à 100% et j'ai pris des miettes, je dirais, de l'autre côté. Et quand j'ai compris que je prenais des miettes, je me suis dit, bon, ben, il est temps de te secouer, hein, voilà, tu acceptes, d'où cette phrase qui met pour moi un leitmotiv, hein, j'accepte de tomber, oui. Maintenant, j'ai compris où était mon erreur, parce que ce n'est pas tout à fait l'autre qui a tort, hein, parce que moi, j'ai accepté de prendre des miettes, voilà, mais voilà, j'assume ce que j'ai en connaissance de cause des choses. Oui. Et là, je me suis dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir remonter la pente et te le retrouver? sentiment de manque. Parce que c'est vrai, vous avez tout ce discours qui est, ma foi, il faut l'entendre. Maintenant, est-ce que le manque... Comment vous avez comblé ça? Eh bien, en mémoire, moi d'abord. D'accord. Tout l'amour que je donnais, que je gaspillais, je dirais, j'ai appris à me le donner à moi-même. Et je me trouvais du temps, je faisais des activités, je me suis mise à faire plein d'activités, C'est vrai. les réseaux sociaux. Je me suis encore plus investie parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'avais mis de côté plein de choses, des activités que j'avais avant dans ma vie, pour consacrer du temps à cette personne, pour faire des choses pour cette personne. Et du moment, je me suis dit, mais en fait, quand tu m'étais oublié, quoi. C'est ce que disait Voilà, Hélène, je m'étais d'ailleurs, tout à oubliée, l'heure. voilà. On Et là, s'oublie soi-même. voilà. Et là, je me suis dit non. Maintenant, Mais donc, est-ce que l'amour, c'est pas ça, justement? L'amour, c'est de donner de son temps à l'autre. Bien sûr. C'est un peu oui, c'est un normal. peu ça, mais il faut savoir équilibrer les choses. Il faut que ce soit C'était juste. trop. Voilà. D'accord. Et je donnais trop. J'étais en dépendance affective, D'accord. donc je donnais toujours trop. J'étais toujours dans le trop sans m'en rendre compte. Parce que pour moi, c'était normal. Voilà, je t'aime, donc je fais ça pour toi. Tu as besoin de moi, tu m'appelles à n'importe quel moment, je suis là, je suis disponible. J'avais des choses à faire, je laisse pour tomber pour pouvoir faire pour toi et tout. Et moi, je me suis dit, mais tu ne t'aimes pas, quoi. Tu ne t'aimes pas. Puisque tu es prête à laisser des choses pour toi, pour donner à faire pour l'autre. Et du moment que j'ai compris ça, mais je me suis dit, bon, non, maintenant, voilà, je me consacre à moi. La relation s'est terminée, c'est lui qui est parti ou c'est vous qui avez... Alors, je dirais terminer, c'est beaucoup dire. Parce qu'en fait, quand il venait, il partait. Ah oui, Au petit bonheur, la chance, le plus souvent, le plus dur dans ça, c'est de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout allait bien? Et puis, pouf, sans qu'il y ait un problème, le pire, il partait. Et du moment que j'ai compris que bon, mais c'était pas moi le problème, là, c'était lui, c'était son problème à lui. Donc, c'est que moi, j'étais toujours en train de lui marcher après, toujours venir à le supplier, à appeler, mais qu'est-ce qui se passe, à vouloir comprendre le pourquoi du comment. Et du moment que j'ai compris que il a fait ça par ses blessures à lui, que je devais le laisser gérer. Maintenant, moi, je n'ai plus à lui marcher après, à quémander de l'amour. Eh j'ai compris ça, mais du moment maintenant, quand il vient, il part, je ne dirais pas, ça ne me touche plus, hein, mais ça a moins d'impact. Ça ne m'empêche pas de continuer ma vie, ça ne m'empêche pas de continuer ce que j'ai à faire. Et puis maintenant, s'il doit me venir et puis me dire, voilà, on se voit ce soir, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible. Je ne vais pas plus laisser ce que j'ai à faire pour pouvoir le faire plaisir. Donc c'est cette compréhension, ce sens-là que je me dis que c'est cette nouvelle philosophie de vie que je me suis mise en... voilà. D'accord. Alors, je me tourne vers vous avant de continuer avec Monsieur Jean Zéphirin. En tant que psychologue, vous faites donc un suivi des personnes et on vient d'entendre ce qu'a dit Tatounette. Est-ce que le fait que chacun rentre dans une relation avec ses propres traumas, justement, est-ce que les relations, finalement, ne sont pas vouées à l'échec avec tous ces traumas-là? Ou est-ce qu'il y a moyen de gérer dans les couples, les unions, les mariages? Alors, j'ai envie de dire que les échecs amoureux sont une occasion de lire son histoire personnelle et de voir... mais en fait, à l'origine... Alors, ce que je voulais préciser, c'est que l'être humain, il est fait pour vivre des relations d'attachement. Et la première relation d'attachement, c'est la relation à la mère, le plus souvent. À la mère, la maman. Premier objet d'attachement, et bien sûr au père et à la famille. Donc, quand on a déjà un vécu d'attachement, on va dire, perturbé, pardon, excusez-moi, dès l'origine, ça s'inscrit en nous et forcément, ça aura un impact sur toutes les relations. Comme je disais, ça commence à la maternelle. Et vous allez voir qu'il y a des enfants qui vont se mettre dans des états de vrai chagrin. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas minimiser le ressenti de la personne. Et pourquoi je suis venue à cette émission? Vous avez oublié de me poser la question. Non, je ne l'ai pas oublié, vous pouvez. Ça dépend, c'est parce que, justement, je trouve qu'il y a un tabou autour de l'émotion, tristesse ou du chagrin, comme si en Martinique, il est interdit
d'exprimer un chagrin. On a le droit de se mettre en colère, d'injurier, on a le droit de rigoler, de s'amuser, mais le ressenti tristesse, chagrin, c'est comme s'il y a une interdiction dans notre société de le vivre et même de pouvoir l'exprimer. D'ailleurs, c'est tourné en dérision. Et c'est tourné en dérision. Et moi, je suis venue parce que je me suis dit, il faut que j'informe mon peuple Oui. que l'émotion, tristesse, le ressenti, le sentiment chagrin, ça fait partie de ce qui fait de nous des humains. Et qu'à partir du moment où une personne ou une situation a de la valeur pour nous et on s'est attaché à cette personne, il est normal de passer par la phase chagrin. Ça ne veut pas dire qu'on va y rester toute sa vie, mais je crois qu'il est essentiel d'expérimenter aussi ce ressenti pour ensuite apprendre à entendre tout ce que ça vient réveiller chez nous. On croit que ça vient faire écho avec notre histoire et tout ça. Apprendre à s'aimer soi. Parce que ça s'apprend. On ne s'aime pas comme ça de manière miraculeuse du jour au lendemain. Demain, j'ai envie de dire, les gros prêles, ce sont des événements qui nous apprennent à entrer en relation avec nous-mêmes et qui nous apprennent à grandir. Et comme dit Tatounette, c'est tomber pour se relever, comme quand on apprend à marcher, en fait. C'est ça. Et accepter. Très belle analogie. Voilà, démystifier un peu, même si la douleur est intense, se dire qu'on va se relever. Justement, on parlait de douleur. Je me tourne vers vous, Monsieur Jean-Zéphirin. Pourquoi particulièrement cette relation et la rupture était si douloureuse pour vous? Ça vous a pris 2 années pour vous en remettre. Ça a été difficile, parce que, comme disait Tatounette, tu te donnes à la personne, tu donnes tout, tu consacres ton temps, tu te mets à discuter. Quand la personne a l'habitude de t'appeler à une certaine heure, tous les soirs, des fois tu t'endors au téléphone avec cette personne. Donc, il y a un vrai attachement. Donc, du coup, ça a été difficile de remonter la pente, surtout au moment où il a fallu accepter. Mais je dirais pas que j'ai vraiment accepté, ça reste juste silencieux, en fait. On dit souvent que, oui, le chagrin d'amour disparaît avec le temps, mais non, elles deviennent juste, ce sont des mots qui deviennent juste, c'est un chagrin qui devient juste silencieux. Et du coup, on n'oublie jamais, en fait. On n'oublie jamais, voilà. Et du coup, tu as tendance à t'habituer avec cette personne, donc tout ça fait que tu as du mal à remonter. Et effectivement, les 2 ans, ça a été difficile parce que quand tu es habitué, comme je disais, à avoir cette personne, à aller en soirée avec cette personne, à te déplacer avec cette personne, donc c'est vraiment difficile de remonter la pente. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, attention, c'est plus de la tristesse, je tombe dans la dépression? Est-ce que vous n'avez pas eu peur justement de cette partie un peu où vous tomberiez éventuellement dans la dépression? 2 ans, c'est long. Non, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit que je tombais dans la dépression parce que tu as aussi les photos qui te montrent que tout ce que vous avez vécu ensemble, tout ce qui s'est passé. Donc vous regardiez, durant ces 2 années-là, vous regardiez en arrière par le biais des photos. Ce qui s'est passé, c'est tu te demandes où tu as fait l'erreur, donc du coup voilà. Ouais. Mais sinon... Est-ce que c'est conseillé Je voulais te rassurer, 2 ans pour faire le deuil, c'est pas pathologique, c'est pas anormal. C'est normal. C'est Il n'y a pas de... À partir de 3 ans, on commence vraiment à se dire que là, on est dans... Ce que je voulais que tu puisses entendre, c'est que dans le deuil, il y a la phase dépression. C'est une phase, parce que le deuil, ça se fait en 5 étapes, en fait, en 5 paliers. Et si tu zappes la phase dépression, tu risques de revenir. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la non-acceptation, c'est le refus de la nouvelle situation, de la perte. Ensuite, il y a la phase colère, qui peut durer plus ou moins longtemps. Et la colère, elle est liée au fait qu'on se sent impuissant, il y a ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'abandon et d'incompréhension. Donc, c'est une colère normale. Et à partir du moment où elle ne se transforme pas en violence, elle est acceptée, cette colère.
Ensuite, il y a cette phase un peu où on est encore dans l'espoir d'un peut-être un retour. C'est ce qu'on appelle un peu la phase de marchandage. C'est un peu la phase de nostalgie dans laquelle tu restes un peu, où tu revoyais les photos, tu penses à elle, peut-être qu'il y avait un petit espoir, peut-être que, voilà. Ça fait partie du processus. Ensuite, quand tu réalises que, ben non, finalement, elle ne revient pas, tu passes par la phase dépression. Mais ce n'est pas la dépression maladie mentale, c'est la dépression du deuil. Et c'est important de l'accepter. Oui, tu peux passer par une phase dépressive qui n'est pas pathologique, mais qui est nécessaire. Et c'est seulement après avoir traversé cette phase que tu peux arriver à l'acceptation. Et l'acceptation, c'est justement, tu arrives à un moment où tu ne pourras pas oublier, mais tu seras complètement apaisé par rapport à la situation. Alors, Madame Bod, Oui. dites-moi, comment est-ce que vous expliquez que certaines personnes arrivent justement à tourner la page très rapidement Oui. et à oublier leurs ex, et d'autres restent 2 ans, 3 ans? Mais moi, je me méfie de ceux qui tournent la page trop vite. C'est vrai? Ben oui. Ceux qui ont soi-disant tourné la page, c'est qu'ils ont zappé les 5 étapes du deuil. Oui. Et qu'on le veuille ou non, eh ben, c'est le retour du bâton à un moment donné. Et peut-être que la personne n'ayant pas résolu son deuil va utiliser d'autres personnes en pansement ou pour se venger, même inconsciemment, hein, pour fuir un peu tout le chaos émotionnel auquel il faut faire face. Moi, je suis contente que tu sois là pour dire que on peut prendre 2 ans, mais il vaut mieux prendre tout ce temps-là pour vraiment se réconcilier avec soi, se retrouver, faire le deuil pour qu'ensuite tu puisses accueillir l'amour de nouveau. Mais tu vas accueillir l'amour non plus avec la colère, la dépression, enfin, tout ce qu'il y a là qui appartient à l'histoire précédente, en fait. Donc, moi, je me méfie de ceux qui tournent la page trop vite. D'accord. Alors, Madame Marius, quand vous entendez un peu le vécu de Daniel Jean-Zéphirin à vos côtés, ce que dit Madame Bod et bien sûr Tatounette, est-ce que votre premier avis concernant le gros poil a un peu changé quand vous disiez que vous ne compreniez pas comment on peut passer par cette phase de gros poil? Alors, il a un peu changé, oui et non. Je reste, enfin, mon regard, enfin, ça veut pas dire, quand je dis que je ne comprends pas, je ne suis pas j'ai quand même de l'empathie. Puisque j'ai eu dans mon entourage, j'ai pu aider, enfin, accompagner un peu des proches à moi qui sont tombés dans cette phase de gros poil. Même si je ne comprenais pas, mais j'essayais avec mon empathie, parce que je suis quelqu'un de très empathique, de me mettre un peu à sa place, de me mettre à sa place et d'écouter. Mais pour moi, le gros poil, c'est toujours, enfin, ça répond à une problématique. Comme je dis, c'est toujours, tous les conseils que j'ai toujours donnés, c'est toujours par rapport à l'amour de soi. Puisque j'ai pu constater que dans mes amies, celles qui, justement, qui avaient un gros poil, ou bien elles enchaînaient justement dans la phase elles enchaînaient des relations parce qu'elles étaient par rapport à leurs anciennes relations qu'elles n'avaient pas guéries, elles enchaînaient les relations. Et justement, c'est toujours un échec. C'est toujours parce qu'elles ne s'aimaient pas, elles n'avaient pas vraiment accepté, en fait, pris conscience déjà de l'amour de soi et de se retrouver avec soi-même. Parce que j'ai eu des amies où elles refusent. En fait, c'est comme si elles refusaient d'être avec elles-mêmes. Il fallait qu'elles enchaînent les relations pour combler un manque, pour combler ce manquement. Et ce manquement, pour moi, il est important il est important de comprendre que c'est soi. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller dans les bras d'un tel, d'aller dans les bras de ci pour tout. Il faut déjà que ça passe par soi pour que quand une bonne personne, la bonne personne qui peut t'aimer vient t'aimer, pour que tu puisses accueillir, accepter cette personne. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, pas comprendre, mais on va dire comprendre comment tu peux vraiment tomber dans la phase dépressive pendant 2-3 ans quand même. Ou des fois même au suicide, au suicide, on Oui, en parle bien parce sûr. qu'il y en a qui se Bien suicident. sûr, oui. Parce que je me dis que c'est fou, la vie, elle est tellement, c'est long, tu n'as pas fini de rencontrer toutes les personnes que tu vas rencontrer, toutes les personnes qui vont t'aimer. Donc, quand pour cette personne, quand tu finis avec la vie, tu n'auras pas le temps d'expérimenter en fait cette beauté, cet amour en fait. Mais comme je disais Tatounette. précocement dans la vie, si la personne a vécu des blessures profondes, C'est ça. chaque gros poil vient raviver la blessure qui n'a jamais été soignée.
C'est pour ça que des fois, des situations comme ça où on est dans la répétition de gros poils, à un moment donné, ça peut être important de se dire, je vais me faire accompagner par un professionnel parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'en fait, l'être humain, tant qu'il n'a pas appris une leçon, eh ben, la vie lui ressort le même. Justement, on se tourne vers vous, Tatounette. J'ai une question importante. Lors de ces ruptures, il y a certainement, et Madame Bod nous dira, des comportements à éviter. Par exemple, espionner l'ex sur les réseaux sociaux ou chercher à tirer vengeance, etc. Vous avez su éviter Ah oui, sans problème, parce que du moment que j'ai pris conscience, je vous dis par rapport à la blessure, parce que ce que j'appelle la blessure d'âme, qui était l'abandon. Donc, du moment que j'ai pris conscience de ça, je me suis détachée. Je l'ai bloqué sous tous mes réseaux pour qu'il, lui, n'ait pas accès à ma vie, parce que lui aussi a ses blessures en face, qu'il doit faire face. Donc, et je me suis rendu compte, parce que je sais que c'est quelqu'un qui tenait à moi, qui tient encore à moi. Donc, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on était trop proche, que lui, ça le faisait peur et qu'il, lui, partait. Donc, du coup, face à ça, je me suis dit, bon, à un moment, je me suis dit, il faut que je me soigne. Il faut que ce manque affectif, je puisse le combler en me donnant de l'amour, justement. Donc, j'ai préféré le bloquer sur tous mes réseaux. D'accord? Pour moi, c'était clair. D'ailleurs, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je ne te bloque pas parce que tu m'as fait quelque chose. Je te bloque parce que j'ai besoin de trouver du temps pour moi et de me recentrer sur moi pour ne pas être... Parce qu'on est toujours tenté à aller voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe sur ses réseaux, ou soit lire les commentaires des autres et tout. Donc, justement, est-ce que pour vous, Monsieur Daniel Jean-Zéphirin, est-ce que vous avez pensé à rester amis? Est-ce qu'on peut rester amis avec son ancien époux, son ex, comme on dit? Est-ce qu'on peut rester amis? Est-ce que c'est conseillé? Vous nous direz tout à l'heure, Madame Bod. Moi, j'ai pas... Non, pour moi, c'est un tu l'amour, non, c'est fini. Tu peux pas rester ami avec... Désolé pour le terme, mais tu peux pas rester ami avec quelqu'un que tu as déjà vu nu, quoi. Ok. Je ne suis pas d'accord. Hein. Alors, je comprends parfaitement ce que tu dis, parce que ce qui fait la différence entre l'amitié et une relation sentimentale, c'est justement cet aspect intimité sexuelle, intimité émotionnelle. Donc, ami, non. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être ennemi, on peut garder une relation de cordialité. Après, quand on a des enfants, on est obligé d'avoir une relation de coparentalité. Mais l'amitié, au vrai sens, c'est-à-dire se fréquenter, que l'autre soit ton confident, que tu puisses être auprès de lui et tout ça, c'est pas possible, puisqu'en fait, comme tu dis, tu l'as vu nu. Et puis, il y aura toujours une résurgence des souvenirs, et c'est joué dans ton gros poil, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Avez-vous eu l'impression, Tatounette et Daniel, que votre entourage comprenait ou vous soutenait dans ce gros poil? Alors, déjà, pour moi, à la base, mon entourage, ceux qui comprenaient ma relation, je dirais, ils acceptaient, ils m'écoutaient, ils comprenaient. Mais il y a d'autres personnes qui me disaient, mais oui, mais limite que je suis dans une illusion de relation et tout. Mais comme je suis quelqu'un, je ne m'arrête, je sais ce que je vis. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'approbation de qui que ce soit pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est moi qui vivais la relation. Donc, c'est moi qui savais ce que cette relation m'apportait et comment était la relation. Donc, j'ai toujours pour habitude de dire, à part étant mère de 2 enfants, tant que ça ne blesse pas mes enfants, le reste, je m'en passe complètement. Donc, j'ai vécu ma chose sans problème. Jusqu'à maintenant, je continue à vivre la chose sans problème et à travailler sur moi personnellement pour pouvoir avancer, quoi. Et vous, Daniel? Eh bien, moi, j'ai eu cette impression qu'ils comprenaient, puisque ça se voit sur ton état physique et émotionnel aussi change, puisque tu t'as maigri. Ah oui. Tu t'as maigri et aussi... tu as des habitudes, tu as des choses que tu faisais et que tu ne fais plus, que ta mère, elle va trouver bizarre, elle va se poser des questions et voilà, et du coup, vous avez partagé on a avec pu parler et tout. Et alors, Madame Bod, d'accord, merci. Madame Bod, dites-moi, et dites à nos Itata, quand dans son entourage, on a quelqu'un qui est en train de dépérir, alors Daniel nous parlait d'amincissement, d'amaigrissement parce qu'on ne mange plus comme avant, etc. Comment est-ce qu'on peut apporter son aide à quelqu'un qui est concerné? Oui, alors je ne dirais pas qu'il était en train de dépérir, je dirais qu'il manifestait. Alors peut-être pas Daniel, mais nous avons des Itata. C'est que, alors, il y a 2 extrêmes à éviter, c'est-à-dire la minimisation, dire mais non, c'est rien, c'est quoi ton délire, arrête, viens, bouge-toi.
Et puis l'extrapolation, oh mon Dieu, mais il va mourir, il va se tuer. Non. Il faut juste, à la rigueur, être présent et dire à la personne qui traverse ce chagrin, c'est normal que tu éprouves ce chagrin parce que tu tenais à cette personne et que tu ne t'étais pas préparé à vivre cette séparation. Donc, accepte qu'il y aura 4 saisons hein, à traverser avant d'arriver à la 5e étape de l'acceptation. C'est pour ça qu'on dit qu'en général, c'est minimum 1 an. C'est comme les 4 saisons d'une année, en fait. Et puis, être présent, ne pas dire à l'autre ce qu'il a le droit de ressentir ou pas, prendre soin de cette personne et puis aller à son rythme. Je pense que c'est le plus important. Plus on est accueilli dans ce qu'on vit, et plus on peut traverser. Mais en fait, des fois, c'est les autres qui nous empêchent de faire notre deuil, en fait, en disant « Mais non, tu ne devrais pas, fais ceci, fais cela. Quelle histoire que tu as à la maison, on nous sortit, qu'est-ce qui t'arrive ?» D'autant qu'on est sur une île. Bien on sûr. vit en Martinique où tout le monde connaît tout le monde. Voilà. Donc, on sait que celui-là était avec celle-là, etc. Oui. Donc, quand ça explose... Mais il faut donner le temps. Vous savez, quelqu'un qui a une fracture à la jambe, on ne va pas lui dire « Marche sur ta jambe qui est fracturée ». On va lui donner le temps de la convalescence. C'est ça. Alors, comment un os, on accepte qu'il ait besoin de convalescence pour se consolider, puis on pense que sur le plan émotionnel, ça va se faire comme ça, d'un coup de baguette magique. Et puis, la différence entre, j'écoute le témoignage de Tatounette et le témoignage de Daniel, je ne suis pas sûre que Tatounette ait déjà vraiment vécu le gros poil, c'est-à-dire qu'elle est en train de décrire une relation de quelqu'un qui faisait le va-et-vient. Alors que Daniel, pour moi, le gros poil, c'est vraiment le fait que Daniel... Je ne dis pas que ça n'avait pas d'impact sur toi, mais le gros poil, c'est vraiment quand l'autre n'est plus là et que ça laisse ce grand vide. Et en fait, il y a même un auteur qui s'appelle John Gray, celui qui a écrit « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », qui explique dans son livre « Mars et Vénus refont une nouvelle vie », je ne sais plus, en fait, c'est sur le deuil. Il explique que les veufs et les veuves font plus vite le deuil que les personnes qui sont séparées, divorcées ou séparées, et qui continuent de voir l'autre faire sa vie. C'est-à-dire que quand on a perdu quelqu'un qui est vraiment décédé, ça fait très très mal. Hein. Mais à un moment donné, il y a cette réalité de l'absence de l'autre qui ne va jamais revenir, qui fait qu'à un moment donné, on tourne la page. Mais c'est difficile sur une petite île, comme vous disiez tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Pendant que moi, je suis en train de manger mon gros poil, l'autre s'affiche avec d'autres. Et là, en plus, c'est un peu des fois exprès pour titiller l'autre. Donc, c'est plus difficile de passer par toutes les étapes du deuil, puisqu'en fait, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient te dire « Mais comment ?» qui vient te parler de l'autre et tout ça. Et donc, c'est pas toujours évident. C'est compliqué. Alors, tout à l'heure, vous faisiez un peu l'amour, vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait Mme Bod à côté. Tout à fait, parce que à l'heure d'aujourd'hui, la première fois, le premier départ, c'est vraiment un gros poil. D'accord. Le premier départ, tout comme je vous dis, hein, à chaque fois tout va bien, il n'y a jamais eu un problème. C'est toujours quand on est trop proche qu'il a peur et qu'il s'en va. Et c'est à ce moment-là, le premier départ, j'étais dans l'incompréhension totale. Et j'ai plongé entre pleurer, appeler. J'ai ma meilleure amie qui vient à Métropole tous les 5 minutes avec le décalage horaire au téléphone avec elle. Je ne comprenais pas. Il m'est arrivé même à boire pour pouvoir dormir parce que je ne dormais pas. C'était dans ma tête. J'essaie de comprendre. En fait, le plus frustrant, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Donc, on se remet en question, mais c'était horrible. Mais vraiment horrible. Je ne comprenais pas. Un moment, je te dis, j'étais en arrêt maladie en cette période-là. Heureusement, parce que je pouvais rester des journées enfermée chez moi ou carrément, je ne voyais personne, j'avais envie de voir personne, mon portable éteint, tout ce que je faisais, c'est pleurer. Et essayer de... Parce que ça cogite tous les jours. Ça dit, mais on a eu un clash, il y a un problème, tu m'as trompé, je t'ai trompé. On sait la raison. Mais là, il n'y a pas eu de raison. Donc, je me dis, mais où est-ce qu'on a commis l'erreur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est cette incompréhension, parce que d'autant plus que la veille, on était peut-être au restaurant en train de manger, et puis le matin, blouf, peu d'appels passés, puis il a disparu. Donc, la première fois, c'était l'hécatombe. La première fois, ça a duré 6 mois dans l'hécatombe, et puis après, il est revenu. Donc, je me dis, bon, ben, il est revenu, OK. 2 mois après, il repart. Je dis, mais
qu'est-ce qui se passe? Il est lui-même incapable de m'expliquer qu'est-ce qui se passe, parce qu'il lui-même ne comprend pas son comportement. Donc, et puis, au fil du temps, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi tu acceptes ça? Et c'est là, c'est cette remise en question que je me suis fait pour moi. Je me dis, mais pourquoi tu acceptes ça? Qu'il revienne, il faut savoir un moment se positionner. Et c'est ce que j'ai fait au moment, je me suis dit, bon, j'ai accepté parce que pour moi, c'était un honneur qu'il revienne, parce que tu es amoureuse toujours, tu as espoir que ça va marcher, donc tu acceptes. Jusqu'à un moment où je dis, stop. Là, maintenant, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu te positionnes, que tu as de la valeur. C'est ça. Donc, c'est surtout ça. Donc, maintenant, voilà, c'est surtout à ce moment-là qui fait que quand maintenant il est parti, mais ça va. je suis OK avec ça. Je me dis, bon, mais va faire ton travail sur toi, sur tes blessures. Moi-même, je m'occupe de moi, j'ai plein d'activités. Donc, quand tu vas revenir, si tu m'invites au restaurant, j'irai, moi, je vais au restaurant, mais je saurais garder, me protéger ce travail que j'ai fait sur moi pour ne pas retourner dans mes blessures. Donc, pour répondre à la question, peut-on y laisser son cœur? Ben, vraisemblablement, oui et non. Et non. Voilà, surtout oui, non, pour voilà, vous. pour moi. Voilà. D'accord. Alors, on se tourne vers vous, Madame Marius. Quand vous écoutez le témoignage de Tatounette, si vous aviez, vous, un conseil à donner, parce que vous parliez d'estime de soi, d'appréciation de soi, quand vous avez aidé, vous disiez tout à l'heure que vous aidiez quelqu'un dans votre entourage, quels sont les conseils que vous avez partagés? Alors, en fait, c'est très intéressant le témoignage de Tatounette, puisque je me retrouve un peu. J'ai pas connu vraiment la phase de gros poil, mais j'ai eu des phases, des petites relations, ça n'a pas marché, où en fait, j'acceptais des miettes, puisque justement, je n'avais pas encore pris conscience de moi. Et c'est en acceptant tout ça, en acceptant du n'importe quoi, ce que je méritais pas, en fait. Je ne méritais pas ça. Et je me suis dit à un moment, mais Hélène, pourquoi? Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté, en fait, d'être seule. C'est le conseil que je dis, c'est d'accepter d'abord d'être seule et de se retrouver et de pouvoir faire une introspection. J'ai vraiment, en fait, ce que j'ai dit c'est en me basant sur moi, de faire une introspection, d'accepter et de comprendre pourquoi. Parce que pour moi, ce sont des occasions, justement. Le fait qu'il passe, c'est des erreurs. En fait, des erreurs que j'ai faites déjà, des erreurs que j'ai faites déjà d'avoir accepté ça, et des erreurs sur moi de ne pas comprendre, en fait, de refuser de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, en fait, pourquoi j'accepte ça. Donc, il y a quelque chose, il y a une blessure au fond de moi, et c'est vraiment en travaillant, en pensant à ça, et c'est ce conseil-là que je donnais, et j'ai compris que c'est parce qu'au fond, pour moi, c'était l'amour de soi. J'avais du mal à m'accepter, à m'aimer, et c'est pour ça que quand j'avais ne serait-ce une petite attention, ben, je sautais. Et donc, du coup, en prenant conscience de ça, c'est pas tout de suite, hein, ça prend du temps, c'est sûr. Mais déjà, quand j'ai mis le mot touche, enfin, mis le doigt dessus, j'ai pu me dire, bon, ok, Hélène, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va accepter d'accepter, de continuer, ou qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire pour travailler dessus, pour qu'on soit bien pour plus tard? Parce que je me dis, il vaut mieux guérir dès à présent pour que plus tard, la Hélène, je me dis, dans 10 ans, n'ait pas ce même problème-là. J'ai pas envie que 10 ans plus tard, que je me dise que j'accepte, je sois dans une relation parce que j'ai pas envie d'être seule, parce que j'accepte, je suis dans une relation, je ne suis pas épanouie, parce que j'aurais accepté, en fait, le minimum, quand je dis le minimum, mais accepter ce que je vaux, quoi, ce que je mérite. Donc, c'est ce que j'ai dit à ma copine, enfin, ce que je dis à ma copine, et c'est vraiment, je pointe vraiment sur l'amour de soi, parce que dans ma copine, c'était vraiment ça, c'est l'amour de soi, de ne pas cultiver cet amour, d'apprendre à être, déjà de s'aimer, parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Et quand tu ne t'aimes pas aussi, parce que ça m'est arrivé aussi, je ne m'aimais pas, où j'ai rencontré une personne qui était apte à m'aimer, et moi je ne m'aimais pas, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est ça, donc je n'étais pas encore prête d'accepter cet amour. C'est ça. Donc voilà. Alors Daniel, après toute ce gros poil, ce chagrin d'amour que vous avez connu, aujourd'hui, le constat, le bilan, est-ce que vous croyez encore en l'amour? Aujourd'hui, il m'est difficile pour moi de dire que je crois en l'amour. Parce qu'après tout ça, c'est vrai que après c'est une étape à laquelle je devais passer. Mais je ne dis pas que le vrai amour n'existe pas, mais il m'est difficile de croire en l'amour. On se tourne vers vous, Madame la psychologue. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, déjà, je voulais revenir sur les relations qui ont été décrites, qui étaient des relations toxiques. Vraiment des relations où les personnes n'étaient pas dans l'amour, elles étaient dans l'utilisation de vos personnes, en fait. Elles abusaient,
c'est de l'abus émotionnel, en fait. Là encore, elle C'est n'est pas trop c'est de d'accord à l'abus côté de vous. émotionnel, même inconsciemment. C'est-à-dire que la personne ne le fait pas consciemment, mais elle abuse de votre générosité, de votre amour, tout ça. Et je voulais parler, je voulais parler des relations où tout se passe bien. Ça arrive aussi que des personnes tombent sur une personne qui soit vraiment bienveillante et tout ça, et vous faites tout un long parcours, et puis la personne décède ou la personne accidentellement disparaît. Vous imaginez, le chagrin, il est incommensurable. Pas parce qu'on ne s'aime pas soi, mais parce que la personne qui a fait ce long chemin avec vous, et des fois à qui vous n'avez pas grand-chose à reprocher, parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu de très belles histoires d'amour et qui me disent, mais survivre ou bien vivre avec l'absence de l'autre, pas parce qu'elles ne s'aiment pas, hein, mais parce que il y a ce manque, et puis il y a beaucoup de souvenirs et tout ça. C'était juste pour dire qu'il y a aussi des relations. Le gros poil, c'est pas que dans les relations toxiques. Je pense que dès qu'on est dans une relation d'attachement et qu'on passe du temps, qu'on met de l'énergie, de l'amour, de l'intérêt dans une relation, qu'on investit dans une relation, il y a le risque, effectivement, au moment où ça s'arrête, qu'il y ait un chagrin. Que l'histoire ait été toxique ou pas. C'est la première chose que je voulais dire. C'est le cas de Daniel, qui n'était voilà, pas dans une voilà. relation toxique. Voilà, Alors, voilà. quand il dit, Et justement, quand il pour dit- revenir, qu'il ne croit plus vraiment à l'amour. Je me dis, c'est juste qu'il il a pas encore, il n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que tu n'as pas encore rencontré la personne qui va Raviver cette qui flamme, va en fait. raviver cette flamme. Mais comme nous sommes faits pour être des êtres d'attachement, comme nous sommes faits, créés pour aimer, à un moment donné, tu vas apprendre à repérer. Je pense que l'expérience que tu as vécue va t'aider à entrer dans une nouvelle relation autrement que la première fois. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps d'observer, d'analyser la personne, prendre le temps de la connaître avant de te jeter corps et âme dans la relation. Parce que c'est ça, comme disait Tatounette, des fois, on donne à l'autre ce qu'on a besoin de recevoir. Et c'est là que des fois, on passe à côté des choses. C'est-à-dire qu'on a un vide à combler, on a des blessures qui sont là, profondes, et on ne prend pas le temps du désert affectif. Moi, je crois qu'après un gros poil, il faut un désert affectif, prendre le temps de la reconstruction, et tu vas voir que l'amour, parce que tout le monde n'est pas... Il y a chaussure à son pied, donc qu'est trouvé. Eh bien, sur cette belle parole, on va passer à la tribune digitale tout de suite. Alors, cette tribune digitale est sous forme de témoignage très court. Je vous lis ce qu'a écrit le téléspectateur. J'ai rompu par WhatsApp avec mon ex qui a publié mon message et en a fait tout un tollé. Je ne voulais pas faire face à ses larmes et ses crises de nerfs. Qui ça qui nie de mal en ça? Alors, j'ai pris volontairement ce témoignage, puisqu'on parle de gros poils. Est-ce que cette façon de rompre-là n'est pas un petit peu aussi, ne rajoute pas un peu d'huile sur le feu? Mais ce n'est pas du tout élégant. C'est-à-dire que quand vous passez du temps avec quelqu'un que vous l'aimez, il faut prendre le temps de la séparation, le temps d'assumer, d'être en face de l'autre et lui dire, tu sais, aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pris cette décision parce que, voilà. Et ça vient... non seulement il y a le chagrin, il y a l'incompréhension de ce qui se passe, et puis le sentiment que finalement l'autre n'a aucune considération pour ma personne, puisqu'il se contente d'envoyer un WhatsApp, ça veut dire qu'il n'a jamais de considération. C'est ça. Une forme de lâcheté. De l'acheter, c'est ça. sûr. Est-ce que d'après vous, petite question comme ça en passant qui me vient, y a-t-il une différence entre, quand on parle de chagrin d'amour, la manière dont le gère une femme et la manière dont le gère un homme? Personnellement, je dirais, c'est vrai qu'on a tendance, nous femmes, c'est plus facile pour nous, je pense, hein. En fait, c'est mon avis, de le montrer. On n'a pas honte. Mais l'homme, dans son ego, a tendance le plus souvent à le cacher, à toujours montrer aux gens, parce que par rapport face au regard des autres, à toujours montrer que tout va bien. C'était le cas, Voilà, Daniel? c'est tout va bien, alors que la femme va pleurer, elle sera triste, elle n'aura pas peur de pleurer dans les boîtes de sa copine, de manger de la glace, comme on dit. Mais l'homme va sortir avec les copains, au contraire, c'est là où on ne peut pas facilement faire croire
qu'il a déjà tourné la page, alors que non. Et c'est après, hein, il va cogiter Oui. et c'est après qu'il tombe, Voilà, par contre. c'est ça. Voilà. C'est Quand la il est phase seul chez d'après. lui, Voilà. quand les copains sont plus D'ailleurs, là. on a notre fameux proverbe chez nous qui dit « Faut me se fier à Pémi ». Ah, voilà. Faut me se châter, Comme c'est châtain. et l'homme se fier à Pémi. Voilà. Alors, Daniel, vous confirmez ce Oui, qu'a je dit? confirme effectivement ce qu'elle dit. Tu as tendance à sortir, aller en soirée et tout, mais c'est après. L'ego, C'est le après c'est l'ego. qui fait tout. Bon, en d'autres termes, à vous quatre, hein, la question, qu'est-ce qui est vraiment le plus dur dans le chagrin d'amour? Est-ce que c'est l'absence de l'autre ou les habitudes qu'on avait avec cette personne? Ou vous disiez tout à l'heure, Madame Bod, les espoirs, les projets en commun qu'il y avait, ça tombe à l'eau. Qu'est-ce qui est vraiment le plus dur à surmonter dans le chagrin d'amour? Moi, c'était plutôt l'absence. L'absence? Quand tous les matins, on a son petit message au réveil, le soir avant de se coucher, et puis on passait du temps ensemble. Pour moi, c'est le plus dur. Parce qu'on avait des habitudes, on a quand même des habitudes qui s'installent. Oui. Et se réveiller le matin, ne plus avoir ce petit message, au cours de la journée, une petite blague, on s'envoyait, on se taquinait quelque chose et tout. Moi, c'était là le... Et le regard des autres, on parlait de l'entourage proche, la famille, mais le regard des autres, ceux qui savaient, les copains, les amis, ou plus largement, qui avaient un couple, une entité qui s'était formée là. Alors, le regard des autres, Non? je suis quelqu'un, les regards des autres, j'ai toujours été comme ça. Hein. Ce que pensent les gens, vous ce le que disiez. disent les gens, c'est le cadet de mes soucis. D'accord. Donc, Et vous, du Daniel? coup... Ben, moi, j'ai quand même une amie qui a su m'aider à surmonter la pente. Elle m'a quand même donné des conseils et tout. Donc, du coup, voilà. Donc, le regard des autres aussi, ça peut jouer aussi, mais ça dépend de la personne. Et Alors, il y a- moi, j'ai envie de dire que oui. c'est un tout. En fait, quand j'accompagne mes patients à traverser un deuil, je les invite à écrire les différentes émotions qu'une rupture laisse à l'intérieur de la personne. Donc, il y a à la fois cette colère hein, face à l'impuissance, le sentiment d'injustice, la perte et tout ça, ou des fois même quand la personne n'a pas pris le temps de se D'expliquer. séparer correctement. L'incompréhension, Donc, c'est ça? c'est important de de vraiment traverser sa colère, traverser son chagrin, et puis prendre conscience de toutes les peurs que cette situation dépose en nous, ou bien réveiller. Parce que tu disais tout à l'heure que tu as du mal encore à croire en l'amour. C'est pas que tu ne crois pas, c'est que tu as des peurs qui sont restées. Et donc, c'est important de pouvoir aussi les identifier. Peur de m'attacher de nouveau pour ressouffrir. C'est ça. Et j'ai envie de dire, ça t'a pas tué, justement. Non. La souffrance fait partie. Mais on a des peurs. Les regrets, ça aussi, c'est important d'identifier que, en fait, je regrette de n'avoir pas dit ça ou de n'avoir pas fait ça, ou je regrette qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on avait prévu. Mais ça aussi, il faut traverser ça. Et puis, une fois qu'on a traversé colère, tristesse, qu'on a traversé nos peurs, nos regrets, qu'on a pu les identifier, mettre des mots dessus, on peut être dans la gratitude. Parce qu'en fait, même dans ce grand chagrin-là, il y a toujours du bon qu'on a reçu dans la relation. La personne nous a donné du bon, en fait. Et c'est important d'avoir cette gratitude pour la laisser partir en paix, faire son chemin. Justement, en parlant de la laisser, cette personne, faire son chemin, si vous la recroisiez, cette personne, Tatounette, je n'ai aucun souci. vous, alors, et Daniel aussi, la question est pour vous deux, qu'est-ce que vous lui diriez si vous la rencontriez à nouveau? Ah non, mais je lui dirais toujours merci. Parce que Ce que grâce vient de à dire lui, Madame Bod. j'ai pu prendre conscience que j'avais cette blessure. Mhm. Cette blessure d'âme, la blessure du rejet, de l'abandon surtout. Et grâce à lui, j'ai compris que je ne m'aimais pas assez. Il m'a appris à m'aimer. Et à l'heure d'aujourd'hui, s'il doit revenir demain matin, je suis capable de me positionner, lui dire non, mais si tu viens pour me donner des miettes ou si tu viens pour ne pas prendre une position clairement, ce n'est pas la peine. C'est pas la- Je suis prête à accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre dans ma vie sans problème. D'accord. Et vous, Daniel? Ben moi, je sais pas. Je sais pas si je voyais cette personne en face de moi, je sais pas ce que je lui dirais. Vous savez Tout pas. dépend. Tout dépend de la façon, lieu, du de- lieu, Mhm. de la rencontre et tout. Mais franchement, je ne sais pas. Peut-être que, voilà. Non, je sais pas du tout. Parce Que, que que faire dans cette situation-là, justement, quand on fait face à la personne? De manière inopinée, hein, comme ça.
Est-ce que détourner le regard, c'est mieux? Est-ce que aller vers cette personne, comment gérer après un temps de séparation? En fait, ça dépend déjà de la personne qu'on a en face de nous. Mhm. Si c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher de nous faire du mal, c'est-à-dire que des fois, vous pouvez être dans une démarche de juste faire la paix à l'autre, et cette personne, si elle est vraiment pas sur la même longueur d'onde, c'est lui donner une occasion de vous blesser de nouveau. Donc, je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une recette à appliquer à chaque situation. C'est déjà voir comment l'autre aussi se positionne. Est-ce que la personne vous salue ou est-ce qu'elle vous évite? Si elle vous évite, vous n'avez pas à les mendier. Mais je pense que c'est surtout, même si on n'a pas de vrai échange avec la personne, si dans son cœur, on se dit, on regarde l'autre et puis on se dit, j'ai fait la paix avec toi, même dans ton cœur. J'ai fait la paix avec toi. Donc, cela revient peut-être à faire la paix avec son passé, peut-être. Voilà. Déjà faire la paix. Déjà avec- faire Et puis la la paix. question du pardon Voilà. également. Ça permet de Avez-vous clôturer pardonné? la boucle. Voilà. C'est ça. Donc, du moment que j'appelle cette période-là, moi, j'appelle cette phase-là, je dirais, de plénitude. Parce qu'on a accepté, on a compris et on s'est relevé. Et du moment que je suis arrivée au stade de lui dire merci, je me dis c'est qu'il y a un pardon. Tout à fait. D'accord? Donc, je me dis, mais j'ai ma part de tort, j'ai accepté ma part de tort. Et puis voilà, quoi, je n'ai aucun problème. Et je sais que c'est quelqu'un que je vais me mettre devant lui. Il va se rencontrer, comme tu disais, par pur hasard. Il n'aura aucun problème de me dire bonjour parce qu'on n'est pas ennemis et encore de l'amour, hein, parce qu'on peut parfaitement se quitter et qu'il y a encore de l'amour. Oui. Donc, moi, je n'ai aucun souci. J'irai lui dire bonjour et je sais que c'est quelqu'un qui est assez mature pour comprendre que, pour me dire bonjour aussi, puis on fonctionne comme si de rien n'était. D'accord, alors le message d'espoir pour nos Itata, la question suivante, qui sera la dernière d'ailleurs de notre émission, est-ce qu'on peut être heureux en étant séparés, finalement? On peut être des fois même Mieux plus heureux. Voilà. Ah ouais, oui. On peut être plus Ah heureux. oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord parce que maintenant je suis plus dans l'attente, Voilà. l'attente d'un appel, l'attente d'un truc. Donc ah oui, je suis quand même plus épanouie. À l'heure d'aujourd'hui, non, je n'ai aucun souci avec ça. Donc D'accord. Daniel, Oui, je dirais que oui, mais avec le temps. Ça prend du temps, Ouais. mais oui, on peut être pour heureux certains, après. plus ou Plus moins. de temps voilà. que d'autres, voilà. Alors, vous pensez aussi qu'on peut être heureux? Oui, pour moi, c'est évident. Ah Bien oui. sûr, il n'y a pas plus meilleur D'ailleurs, amour. on a- Enfin, c'est un que devoir soit, même. c'est C'est ça, un devoir c'est même d'être devoir, heureux. surtout Parce que pour c'est ça. quand même sa part de vie. La vie est trop belle, il y a trop de belles choses à vivre que de rester tout le temps malheureux. Je me dis, si je devais encourager de matin, si je me trouvais face à quelqu'un qui vit un gros poil, je dirais à la personne, mais c'est vrai, accepte, le moment que tu as accepté, puis tu fais ce travail sur toi, sache que la vie continue et puis il y a de belles choses encore à vivre. Très beau message. On Ce que termine je avec voulais vous? dire, c'est que justement, quand on n'est plus dans la dépendance affective, qu'on n'est plus à s'accrocher à l'autre et attendre de lui qu'il vienne combler tous nos vides et tout ça, on accepte, l'amour accepte la liberté. Et donc, quand on se sépare et qu'on fait tout le travail, tout le cheminement, on retrouve sa liberté, puisque nous sommes faits pour vivre libre, et on accepte la liberté de l'autre. C'est Et ça. forcément, on est plus heureux. Et quand on va aborder notre relation, ce sera plus sur le même mode relationnel de dépendance. Et Madame Bod, sur ces bons mots, je vous laisse juste terminer la phrase. Je suis obligée de vous interrompre. Oui. Vous avez fini? Ben oui, du coup. En fait, c'est se dire que l'amour de l'autre, c'est un plus, c'est pas notre nourriture. Très bien. Très beau message pour vous, chers Itata. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pu vous-même répondre à la question. On peut ramasser son cœur, même en miettes, et le reconstruire. Très bonne soirée à vous. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.